Art Africa a commencé il y a maintenant 3 ans, voilà, en mai 2020. C'est là que Art Africa a commencé. Et c'était une période très difficile, en fait, pour moi. Pas financièrement, mais mentale, quoi, à tous les niveaux. Et c'est cette même année-là que j'ai commencé à faire les masques. J'ai commencé à me mettre dans l'art et tout. Et juste le quartier qui est juste derrière le musée, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis né à Bobolé. Le quartier qui est juste derrière le musée, c'est mon ancien quartier. Je suis né dans ce quartier-là et j'ai pas grandi ici vraiment. J'ai grandi à Cocody, mais je suis né dans ce quartier-là. Et juste à quelques mètres de notre cour, là où j'habite, il y a un atelier d'artisans. Depuis je suis petit, depuis je suis au primaire. Ouais, et j'ai même des amis, des jumeaux qui travaillaient là-bas. Et c'est à cause de... Bon, quand j'étais petit, on était toujours passionnés par là. Je partais là-bas pour travailler souvent. Ça m'amusait en fait, aller travailler avec les artisans et tout. Et là, aujourd'hui, j'ai 26 ans. 26 ans, je reviens à Bobo et l'atelier et les artisans, c'est toujours pareil en fait. Ils sont toujours dans la même position en fait. Rien n'a évolué, ils n'arrivent pas à vendre, ils vendent de la même manière. Et c'est pas moi comme je veux. Moi là-bas, je suis artiste, mais aussi je suis passionné d'entrepreneuriat. J'aime bien l'entrepreneuriat. Peu importe le secteur où tu pourras me mettre, je pourrai prendre des initiatives, tu vois. Et c'est là que en 2020, j'ai fondé Art Africa. Et j'ai rencontré Emlis, qui est chef de projet de Culture Shock. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, voilà, depuis le début. Donc on se connaît, c'est pas maintenant. Donc mon objectif pour Art Africa, en fait, souvent je sors de la cour, je m'arrête au carrefour et je regarde l'atelier. Je ne comprends pas en fait pourquoi ils sont toujours là où ils sont en fait. Pourquoi ça n'évolue pas. Et moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ingénieur marketing management, ce n'est pas à moi de venir forcément les sauver. Mais il me dit que ces artisans-là, ils me connaissent. Voilà, je peux faire de ça aussi mon activité, notre activité. Donc, j'ai une vision automatiquement. Pourquoi ne pas moderniser, industrialiser le secteur artisanal, qui est un secteur comme tout autre secteur, un secteur qui peut rapporter à un pays, qui peut créer des emplois, qui peut sauver des vies. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Art Africa. Comme j'ai dit, eux, ils me connaissent depuis que je suis petit. Donc, c'est un peu comme une famille. Il y a déjà une confiance entre eux et moi. Voilà. Donc, moi, au contraire, eux, ils ont déjà l'expertise. Moi, je les apporte juste de nouvelles idées. Voilà, de nouvelles idées de conception, de matérialisation, en fait, de produits qui peuvent servir à décorer, qui peuvent juste améliorer leur activité. Et en même temps, il y a ma vision par rapport à eux, ce qu'ils font, en fait. Mon rêve, c'est d'avoir une usine, en fait, d'artisanat où on produit en masse et on exporte en masse. On est un peu comme les Chinois, en fait. Moi, c'est comme ça que je me vois. Il n'y a pas la technique pour vendre comme le fondateur de Africrea, mais j'ai la technique pour produire en masse. Et cette technique-là, je sais que je vais la réaliser, peu importe le temps. C'est déjà arrivé même. Il n'y a aucun critère, en fait, pour travailler avec un artisan. Moi, à la base, j'aime travailler avec les passionnés d'art. Quand tu viens vers moi, tu veux travailler avec moi, je ne te demande pas l'argent. Tout ce que je te demande, est-ce que tu es passionné par ce que moi-même je suis en train de faire, en fait. Je ne te dis pas de faire les masques comme moi, mais est-ce que tu aimes là à la base? Parce que si tu aimes là à la base, ça sera facile pour toi et moi de travailler sur le long terme. Même si on a des mésententes, on ne s'entend pas, on pourra s'entendre par rapport au point commun en fait, qui nous lie. Donc, à Africa, pour votre information, c'est vrai qu'on travaille avec les artisans d'ici d'Abobo, mais aussi on travaille avec les artisans de Koumassi. On travaille avec des artisans du kilomètre 44. Là encore, il y a ma production pour l'expo Culture Shock. On travaille avec les artisans du kilomètre 17. Donc, on travaille avec plusieurs artisans, en fait. Voilà, l'objectif, c'est de réunir, en fait, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, tous ceux qui sont artisans, on travaille avec eux. Si je comprends bien, le seul critère
pour pouvoir intégrer Art Africa, c'est juste d'être passionné d'art. D'être passionné d'art et puis aussi d'avoir des compétences. Tu peux être passionné, mais tu peux rien créer. Il y a un seul critère. D'accord. Nous acceptons les créateurs qui font de l'art, de la fashion, de l'artisanat, qui est de près ou de loin inspiré par l'Afrique. Cela veut dire que n'importe quelle personne, même une personne qui n'est pas africaine, mais qui, dans ses productions créatives, utilise des matières africaines ou veut exprimer, mettre en avant la culture africaine, peut vendre ses produits chez nous. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons des vendeurs à peu près partout dans le monde. Et c'est vraiment, le but c'est de créer une plateforme et de réunir tous les créateurs qui sont amoureux de l'Afrique. Que ce soit et qui puissent montrer cette expression africaine dans leurs produits. C'est le seul critère. Après, il y a des modérations sur la qualité du produit, etc. Quel type de produit. Nous avons commencé les cosmétiques aussi, donc il y a encore d'autres règles de réglementation que nous sommes en train de découvrir. Mais c'est le premier critère, c'est ça. Il faut qu'il y ait un lien avec, de près ou de loin avec la culture africaine. Donc, le critère principal, il faut qu'il y ait un rapport avec la culture africaine. Ouais. C'est peut-être un préjugé, vous allez me rectifier si je me trompe. On a beaucoup l'impression que Africrea collabore principalement avec des créateurs qui ont une certaine notoriété. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ok. Bon, déjà, Africrea, on a à peu près 5000 boutiques qui sont en ligne, donc il n'y a pas 5000 créateurs célèbres sur le site. Ça, c'est une impression qui est surtout rendue par la communication des réseaux sociaux. La première difficulté qu'on rencontre et qu'on continue de rencontrer, c'est le problème au financement. Voilà, mais comme tu as dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'attendre l'État pour commencer quoi que ce soit en fait. Voilà, moi, c'est pas comme si je compte pas sur quelqu'un, je compte sur tout le monde pour m'aider. Mais par rapport à ce qui me concerne, par rapport à mon combat, moi, je te montre en fait ma volonté à atteindre ça en fait. Peu importe par quoi je vais passer. En tout cas, il ne compte pas aller voler. Mais je suis focus en fait. Voilà, et il me donne les moyens pour pouvoir matérialiser ce que je veux matérialiser. Ce qui est devant vous là, par exemple, ce n'est pas l'État qui m'a donné l'argent pour faire ça. C'est moi-même. C'est nous-mêmes avec Emlis. Donc, c'est un peu ça en fait. Voilà. Et aussi, les artisans ils ont un problème d'espace. Ils ont un problème d'espace pour produire. Et pour produire en masse, on a besoin d'espace. Oui, il y a d'autres petits soucis, mais le plus gros souci, c'est un peu ça. Nos principales difficultés sont les difficultés en général des créateurs avec qui nous travaillons. Et il y en a 3. Les paiements. Comme nous sommes beaucoup, nous incitons les vendeurs à exporter. Le premier obstacle que les créateurs rencontrent, c'est comment être payé. C'est bien d'avoir sa page sur Instagram, de mettre ses produits, mais si quelqu'un au Danemark veut acheter tes produits, comment tu vas récupérer déjà l'argent pour fabriquer? Donc ça, c'est déjà le paiement qu'on essaye de résoudre. Le deuxième, c'est la logistique. Voilà. Expédier son produit d'Afrique en Europe ou aux États-Unis, ça coûte très très cher. Le fait qu'on soit sur le continent fait qu'il y a énormément de barrières au niveau de la logistique. Donc parfois, les vendeurs, les créateurs ont un public en Occident qui sont prêts à acheter leurs produits chers, sont prêts même à faire des sacrifices pour trouver des moyens pour acheminer l'argent. Mais des fois, rien que la logistique peut faire annuler une transaction ou rend l'expérience client désastreuse. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs africains, d'ailleurs, qui ne veulent même pas vendre à l'étranger pour ça. Parce qu'ils ne veulent pas que leur nom soit associé à une expérience où les personnes seront frustrées. Faut savoir que au Nigeria, une personne qui expédie une robe du Nigeria, ça lui coûtera moins cher d'expédier aux États-Unis qu'au Cameroun, alors qu'ils sont frontaliers. Voilà. Je crois qu'on est à peu près à 20-25 dollars jusqu'aux États-Unis, mais pour l'expédier au Cameroun, ça coûtera moins cher et ça mettra encore plus de temps, parce qu'il y a encore les douanes, etc. Donc la logistique, donner le produit qu'un client veut, c'est déjà un gros problème qu'on essaie de résoudre
au quotidien pour les créateurs. Et le troisième, qu'on essaye d'aborder, mais qui est vraiment pour nous l'un des obstacles majeurs, surtout lorsqu'un créateur commence à avoir du succès, c'est la production de masse. Ce qu'on appelle l'écosystème ou les infrastructures. C'est très compliqué pour un créateur, un artisan, de pouvoir de mettre en place toute la machine pour monter en production, vendre des quantités. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont connus, qui ont une visibilité, mais très peu font beaucoup de volume. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent même pas à adresser leur public. Parce que créer en quantité, que ce soit à l'usine ou même recruter des équipes, former des artisans, c'est un métier. Et donner des guidelines, etc. Donc ça, c'est vraiment le troisième obstacle, et l'infrastructure. Voilà, l'alphabétisation par rapport à Internet, par rapport à cette nouvelle ère digitale-là, je pense que ça joue parce que tous les artisans avec qui je travaille, quand je les vois aller vendre, ils ne s'asseyent pas pour vendre en fait, comme sur Internet ou sur un téléphone ou sur un ordinateur. Ils sautent carrément d'Abobo, ils vont dans les zones où les gens sont susceptibles d'acheter. Et ça, ils dépensent eux-mêmes en transport, ils dépensent en énergie. Voilà. Moi, la vision que j'ai pour eux, ce n'est pas de les conditionner, mais ils ont juste besoin d'espace pour travailler, de machines, pour bien faire les finitions des œuvres, des articles, des objets d'art qu'ils travaillent, qui est du bois et d'autres matières. Et plein d'autres choses en fait, vous voyez, mais ils n'utilisent pas Internet. Là, pour Internet, c'est moi-même j'utilise Internet. Et moi-même, je n'avais pas cette notion. J'utilisais Internet pour vendre mes produits. Moi, tout ce que j'ai pu faire avec Internet depuis que j'ai commencé à Africa, c'est que j'ai pu link avec des partenaires ici en Afrique et puis un peu dans le monde en fait. Par exemple, la coque de téléphone que j'ai sur mon téléphone, c'est avec des partenaires congolais, mais qui sont en Malaisie. C'est des jeunes Congolais comme moi, mais qui sont en Malaisie, mais qui sont focus aussi sur tout ce qui est artisanat et autres. Voilà. Et il a dit tout à l'heure, par rapport à l'exportation, aujourd'hui, quand on voit une œuvre d'art, peu importe le type ou je ne sais pas quoi, déjà les barrières commerciales, je peux dire comme ça nous freine un peu. Voilà. Ça ne facilite pas les échanges, ça ne facilite pas la tâche à l'Africain d'exporter ce qu'il veut exporter. Pourtant, l'objectif, c'est... On parle de développement économique, on parle de beaucoup de choses, mais si eux ils nous facilitent au moins la tâche, parce que pour avoir un financement c'est très difficile. Au moins pour nous sauver, au moins s'ils ne veulent pas nous aider financièrement, ils peuvent au moins faciliter les histoires de frontières, les histoires de taxes. On ne sait pas en fait c'est pourquoi. Parce que vous ne nous financez pas. Nous-mêmes, on produit encore, on veut envoyer. C'est un schéma. Désolé, hein, on ne parle pas en nous aussi, mais je parle naturellement, comme j'ai dit. Voilà quoi, on va au naturel, on parle terre à terre en fait. C'est tout un schéma en fait pour envoyer, même sur Lyon là, par exemple. Vous voyez, c'est compliqué, mais on fait avec, on essaie de trouver les solutions. Mais moi, il me dit, si aujourd'hui j'arrive à réaliser ce rêve-là, où les artisans de Côte d'Ivoire, d'Afrique, pour produire en masse, vraiment, je pense que ces histoires de barrières-là pourront s'arrêter en fait. Parce que c'est parce que le secteur-là, comme ça, c'est pas bien développé. Il y a des machines qui manquent, il y a la formation qui manque. Parce que les artisans même, ils savent faire, mais ils ont besoin encore de formation en fait. Donc il y a beaucoup de détails. Mais les détails principaux, en tout cas, il faut qu'ils essaient de voir ça. Je voulais rectifier aussi un truc qui est important par rapport à tout ça. Moi, c'est bizarre. Je crois à cette histoire d'industrie artisanale là. C'est peut-être nouveau. Parce que même souvent, il va dans des coins, il y a des personnes plus expérimentées que moi, plus âgées que moi. Je leur soumets le projet. Ils sont un peu sceptiques. C'est vrai, tu vas produire en masse et tout, mais comment tu vas envoyer? Voilà. Je me dis, s'il y a du nouveau, s'il y a vraiment du nouveau, il y a vraiment un apport concret, un peu comme on produit, comme j'ai dit, en masse, comme
les Asiatiques et tout, la solution par rapport aux barrières, par rapport aux exportations, seront faciles. Et je sais pourquoi je dis ça. C'est parce qu'on voit les artisans d'un certain œil actuellement que c'est juste un secteur sous-estimé. Sinon, on exporte le cacao, on exporte même les habits, on porte. Mais pourquoi tout ce qui est artisanat et tout? C'est pas comme s'ils sont contre nous. Mais je me dis peut-être qu'eux-mêmes, ils ne sont pas assez documentés sur ça. Ou peut-être ça ne les intéresse pas. Ou peut-être ils pensent que ça ne peut pas aider le pays à se développer. Voilà. Moi, souvent, quand ça va chez moi, je vais voir les artisans produits. Juste pour produire, ils ont quand même un peu su eux. Vous voyez, imagine, on est en empire où chaque artisan, même s'il est analphabète, il devient responsable. Il arrive à vivre, en fait, de tout ce qu'on fait, de tout le développement qu'on a mis en place. Et moi, j'ai utilisé Facebook pour vendre. Et j'ai fait quand même mes preuves. Il y a Emily qui est témoin. J'ai même suivi une formation Facebook grâce à mon ami du nom de Ibrahim Kamara. Je pense qu'il y a certains qui doivent le connaître ici dans la salle. C'est un youtubeur ivoirien qui est très, très connu. Et il est même venu cette année en Côte d'Ivoire. C'est lui, il m'a formé. Même sur ton ordinateur, c'est lui qui m'a donné. Vous voyez? Et il m'a formé en juste 1 mois, 2 mois. Et quand j'ai lancé ma première publicité sur Facebook, par rapport à tout ce que je vends, il y a eu plus de 100 contacts. Je n'ai pas la science infuse, en fait. Je ne connais pas tout. Moi, mon domaine dans lequel je suis, qui est Africa, j'aime ça. Vous voyez? Et quand tu aimes quelque chose, peu importe les obstacles, peu importe ce qui est en face de toi, tu pourras trouver des moyens. Par exemple, je prends un cas simple par rapport à l'exploitation. Ici, en Côte d'Ivoire, tu as dit tout à l'heure, les Ivoiriens, ce n'est pas trop leur truc. Mais moi, j'ai été au Ghana. J'ai vendu très facilement mes produits. Pour envoyer mes produits à l'international, c'était très facile. Vous voyez? Donc, je ne sais pas, en fait, si c'est la mentalité française, en fait, qui fait ça. Parce que j'étais au Ghana, j'ai envoyé, en fait, un objet d'art rapidement, comme un wave, en fait. Vous voyez? Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est toute une procédure, au moins 10 pages, tu as fini de remplir, signer, tu finis de faire ça encore. Bon, je pense que c'est au niveau même des Ivoiriens ce problème. Mais en tout cas, moi, je suis focus sur ma vision et je pense que peut-être je serai le premier à débloquer ça, en fait, pour les autres. Et c'est possible. Voilà, peut-être que je vous convainc. Je n'arrive pas à te convaincre, mais je suis vraiment très carré sur cette vision-là. C'est possible. Et je pense que je serai le premier peut-être à faire ça, à ouvrir la porte aux autres pour exporter tout ce qui est artisanat et autres. Et c'est très, 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 très possible. Je pense que ça s'applaudit quand même. Ouais. C'est très possible. La promotion sur les réseaux sociaux, étrangement, c'est vraiment pas la partie la plus difficile pour les créateurs africains. Comme j'ai dit un peu avant, en Occident, il y a une vraie appétence pour les produits de culture africaine. Et cet appétit, elle grandit et part en grandissant. De plus en plus de personnes, surtout même aux États-Unis, la population nord aux États-Unis, cherche de plus en plus de produits parce que Retour aux sources ou Black Panther aussi a très bien marché. Ça a créé énormément d'appétit pour ce type de produit. Et il y a un véritable marché pour l'artisanat africain. Ça, on le sait. Même quand on part en France ou dans d'autres pays, dans les foires internationales où l'Afrique est représentée, l'artisanat africain a toujours été un carton. Maintenant, donc vraiment l'aspect réseaux sociaux, ça marche très bien et les gens ne se rendent pas compte. Les gens de la diaspora, la population noire en général est une population qui partage énormément les contenus. C'est une population très active sur les réseaux sociaux. Donc vraiment la promotion, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Quand tu es un artiste, tu fais des produits originaux, en général, tu te fais rapidement un public. Le plus compliqué, c'est vraiment la transaction, comme il a dit. C'est comment tu expédies le lion, tu l'envoies à l'étranger. Et c'est vraiment là que ça se joue. Et là, oui, en fonction des pays, et pour défendre un peu la Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, tu n'as pas vu le Nigeria ou d'autres pays encore, mais la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays encore qui est le plus simple pour expédier. C'est juste, c'est très dur,
Voilà, là où ça prend plus de temps, c'est cher, mais c'est encore l'un des plus faciles. Sur notre stratégie marketing, bon, ça, je vais repartir sur 2014. Lorsqu'on a commencé, on avait un site qui ne marchait pas beaucoup. La seule chose qu'on avait, c'était Internet. Et c'est pour cela qu'on a vraiment axé notre communication sur le marketing des réseaux sociaux. On parle d'une époque où Facebook, faire de la publicité sur Facebook, ça ne coûtait pas cher. Donc clairement, on a adapté une stratégie complètement en autodidacte, où on a appris en faisant des essais-erreurs. Et on s'est rendu compte que simplement, nous, notre travail, pour ramener du trafic, parce qu'on communique sur les réseaux sociaux pour ramener du trafic sur la plateforme afin que les gens puissent acheter les produits, nous nous sommes simplement rendus compte qu'en fonction des produits que l'on postait, ces produits avaient plus ou moins de partage, et lorsqu'ils avaient un certain partage, lorsqu'on mettait 1, 2, 3, 5 euros, il y avait encore plus de partage et ce produit ramenait énormément plus de trafic. Voilà. Maintenant, on s'est rendu compte d'une autre chose, c'est qu'un produit qui peut ramener du trafic ne va pas forcément être acheté. Va ramener juste du trafic. Et c'est pour ça qu'on a une stratégie où on a toujours eu, et c'est ce qui marche sur Internet, on a des produits d'appel. Voilà. Ça peut être soit des produits de créateurs connus avec qui nous travaillons, ou même un nouveau créateur qui a juste un produit qui marche bien. Parce que honnêtement, des fois, on ne trouve pas. C'est impossible pour nous de voir un produit au hasard et de dire celui-là, il a 4000 likes, il va être partagé. Donc il faut toujours tester. Donc on a une stratégie où tous les jours, nous postons peut-être entre 5 et 10 fois. Les produits qui marchent le mieux, qui ont le plus de partage, nous mettons un peu d'argent dessus. Donc ces produits sont amplifiés et ramènent du trafic. Et les produits qui marchent moins, du coup, on les enlève du feed Instagram. Parce qu'Instagram, maintenant, pour avoir des bonnes pages Instagram, en général, c'est toujours mieux de montrer les produits qui marchent le mieux. Donc l'idée de mettre en avant les produits qui marchent le mieux ou les marques en fait, qui ont plus de succès est purement commerciale. Il y a ça, et l'autre point aussi qui est très important, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une question de quantité. Il faut poster tous les jours, plusieurs fois, à un maximum d'heures possible. Est-ce qu'il y a des heures précises à laquelle vous avez l'habitude de poster? Oui, il y a des heures précises. Ces heures ont changé dans le temps, en fonction du public. Je sais que là, maintenant, je connais plus nos créneaux horaires, mais il y a 2-3 ans, c'était important pour nous de poster à 6h du mat'. Je ne sais pas pourquoi, mais quand les posts qui étaient à 6h du matin, à 18h, avaient beaucoup plus de partage. Donc les meilleurs posts, on les mettait pour ces créneaux. En fonction de certains événements, parce que bon, ça dépend aussi de quel pays on vise. Voilà. Donc ça peut être à 6h. Des fois, à un moment, c'était à 15h que ça marchait bien. À 15h, tu mettais. Et des fois, on découvrait même en fonction des catégories. Parce que nous, notre stratégie marketing marche beaucoup. On marche en fait de manière scientifique. Voilà. Non, j'ai pas étudié le marketing. Ma spécialisation n'était pas le marketing. Donc, on fait tout en essai et de manière scientifique. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que une robe, ça marche mieux à telle heure, un bijou, c'est plutôt à telle heure d'expérience. Voilà. Donc c'est vraiment une stratégie à tâtons. Et c'est pour ça que j'ai dit, en général, quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux et qui veut attaquer ça de manière sérieuse, il faut être agressif et poster tous les jours. Voilà. C'est vraiment la quantité, c'est vraiment de la quantité que vient la qualité. Non, ça, c'est pas une stratégie marketing. Peut-être certaines personnes peuvent percevoir ça comme une stratégie marketing, mais pour nous, à Africa, ce n'est pas une stratégie marketing. Au contraire, c'est un partage de valeurs, en fait. Et aussi, mon art tourne autour du développement personnel. C'est vrai, je parle de culture, d'Afrique et tout, mais aussi, tu peux regarder Masque et ça peut te faire penser à toi-même, en fait. Voilà. Et le dernier post que j'ai fait par rapport aux enfants, il y a même la photo dans le musée là-bas. Et moi-même, depuis que j'ai commencé à Africa, c'est l'œuvre en fait, qui m'a le plus touché. En fait. C'est mon œuvre favorite. Voilà, parce que moi-même, dans mon art, dans mon développement, je tombe sur une situation qui moi-même me développe, qui m'aide à me surpasser. Voilà, qui me dit, arrête de te lamenter. Tu as peut-être une situation difficile. Tu ne viens pas peut-être d'une famille riche, mais
voici ces enfants-là, ils sont 4, de même père, même mère, et tous les 4 sont aveugles. Voilà, mais le premier de famille, c'est un surdoué en fait, dans une classe où tout le monde voit, mais lui c'est le seul aveugle. Et depuis 2 ans, 3 ans, il est premier, il est major de sa promotion. Donc moi, ça sonnait dans ma tête en fait. Voilà, ça sonnait dans ma tête. Je me dis comment ça se fait, comment c'est possible. Tu vois, c'est vrai que je suis là, tu es sur une voie, je suis en train de suivre ton rêve, mais voici une histoire que tu peux vraiment t'inspirer de ça sur le très long terme. Et le jour de l'expo, ils étaient assis à côté de moi, je les ai vus, ça m'a fait très, 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 très plaisir en fait. Voilà, et on a passé une journée ensemble, j'ai senti l'énergie de tous ces petits-là. Vraiment, c'est quelque chose en fait. Donc, sous tous les postes de Africa, vous pourrez voir, peu importe le masque, peu importe le design du masque, il y a un message en bas en fonction du masque. Voilà. Et ces messages-là sont plus centrés sur l'Afrique. Voilà. Moi, je ne vais pas révolutionner quelqu'un. Je ne suis pas Che Guevara et je ne suis pas un révolutionnaire. Mais mon objectif, en tant qu'un jeune Africain, surtout à Bobolé, c'est de, en fait, amener les Africains, les gars, aucun blanc, en fait, n'est supérieur à nous. Aucun Chinois n'est supérieur à nous. On n'est pas non plus supérieur à eux, mais on est nous, on est Africains. Vous voyez, eux, ils créent les fusées, nous aussi, on peut créer les fusées. Tout ce qu'ils créent, on peut créer. Vous voyez, je peux continuer. Voilà, donc en fait, c'est mon message qui est là, en fait. Parce que souvent même, on est sur les réseaux sociaux, on voit une vidéo d'un Noir qui se fait malmener dans tel ou tel pays, et on est là, tout ce qu'on fait, c'est de riposter. Ah, ils ont fait ça, c'est du racisme, voilà ça, voilà. C'est pas le moment de parler, en fait. Vous-même, qu'est-ce que vous faites? Voilà, qu'est-ce que vous faites, en fait, pour que le blanc respecte votre frère? Est-ce que vous-même, là, vous respectez votre frère? Il ne faut pas qu'on se mente aussi. Vous-même, les Africains, vous êtes racistes entre vous-même. Voilà, il faut vous dire la vérité crue, en fait, pour que vous puissiez comprendre. Je suis là pour la caillou. Et là, ce que je retiens dans tout ce que tu as dit, en tout cas, ce qui m'a plus captivé, c'est par rapport au fait que tu parlais du Nushi tout à l'heure et que nos parents ne valorisent pas ça assez. Oui. Le truc est simple. Les gars ne valorisent pas ça assez. On ne peut pas les en vouloir. Déjà, en Côte d'Ivoire, la démographie fait que les jeunes sont plus nombreux que les vieux. Vous voyez, on ne va pas forcément les imposer ça. Moi, je suis là, Dieu merci, je suis artiste. Mais je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, pas spécialement à cause de ce que tu as dit, mais il y a des masques que moi je vais faire et je vais les attribuer des noms Nushi, en fait, qui veulent dire quelque chose. C'est pas pour, comme on le dit dans notre langage, pour dégamer, mais il peut faire un masque et lui attribuer un nom culturel, en fait, qui peut plaire. Et il y a la représentation artistique aussi qui peut plaire. En langage, tu peux ne pas aimer, mais si c'est matérialisé en œuvre d'art ou bien, je ne sais pas, peut-être en objet avec le nom culturel qui va avec, soit Baoulé, Akan, je ne sais pas, Djoula et tout. Il y a un masque qui lui a donné un nom Djoula. Vous voyez? Donc, tout ça, en fait, c'est une manière pour moi aussi de promouvoir la culture africaine à ma manière. C'est vrai que ça, par contre, ça va prendre du temps, mais ça aussi, c'est un autre combat. Tu vois? Voilà. Donc, moi, pour ma part, c'est un peu ça. Faire la promotion de la culture ivoirienne en local, c'est ça. Honnêtement, nous, c'est pas du tout notre métier. Nous, on pense clairement qu'on veut mettre les produits sur où elle est valorisée. Et tu as raison, elle est beaucoup plus valorisée en Occident. Après, je pense qu'il faut regarder les raisons. Et si on regarde la vérité, si on dit la vérité, les publics qui s'intéressent à la culture, en général, c'est des gens qui ne galèrent pas pour payer leur loyer. Donc, clairement, déjà, s'intéresser à l'art, à la culture, c'est un peu un loisir de bourgeois. J'exagère un peu dans mes traits, mais c'est ça la réalité. C'est une question de quoi? Voilà. Exactement. Donc déjà, il y a ça. Donc déjà, une personne ici, bon, moi je vis en Côte d'Ivoire depuis à peu près 1 an, vraiment.
Et je vois les Ivoiriens courent dans tous les sens. Courent dans tous les sens avec les transports, cherchent l'argent comme jamais. Et clairement, s'intéresser à la culture, moi je suis déjà surpris, même quand on m'a invité pour un musée, on m'a dit un musée à Bobo, j'étais surpris de voir qu'il y avait un public pour la culture ivoirienne. Parce que clairement, les gens à Abidjan en tout cas, je ne peux pas dire la Côte d'Ivoire, puisque je vois à Abidjan, c'est plutôt un public de hustlers, des gens qui cherchent l'argent, donc qui consacrent peu de temps à la culture. Donc je pense que c'est ce qui joue un peu. Et la réalité aussi, l'autre réalité, c'est que du coup, les gens n'ont pas forcément aussi les moyens de valoriser le travail artisanal des gens. Les gens, par exemple, un travail du bois. Par exemple, un artisan qui va faire une belle œuvre d'art de bois, aura du mal à valoriser tous les heures de travail qui ont été investies pour mettre le montant aussi qu'il faut. Et c'est pour ça que c'est en Occident que c'est valorisé. Et après, autre retour, encore une fois, nous on parle de la culture africaine de manière générale. Moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, la culture est quand même très présente. Hein. Il suffit de voir n'importe quelle personne qui vient s'installer au bout de 2-3 ans, même des blancs, commence à avoir l'accent un peu nouchi, un peu bizarre. Voilà, parce que bon, c'est leur version des nouchis, c'est comme ça. Mais je pense vraiment que les Ivoiriens se sous-estiment beaucoup. Pour moi, c'est l'un des peuples où qui a la plus grosse fierté et en termes de culture qui est assez présente. Après, c'est vrai, on ne va pas se mentir, elle est très occidentalisée. Voilà, les Ivoiriens valorisent plus les symboles de l'Occident pour se valoriser que leurs propres éléments de culture. Ça, c'est une vérité. C'est vrai que ce n'est pas visible à Abidjan. C'est ce que j'avais dit à Abraham quand il m'a appelé. J'ai dit c'est vrai qu'à Abidjan, en tout cas, moi qui ai grandi à Bamako, c'est pas aussi visible. À Bamako, tout le monde est en bazin. On voit les marques de la culture malienne partout dans la rue. Alors qu'à Abidjan, c'est quasiment l'inverse. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Mais la réalité, c'est que oui, la culture, ça reste quand même, pour comprendre les codes, comprendre l'art, c'est quand tu as terminé de payer ton loyer. Donc, il ne faut même pas demander trop ça à des étudiants. Merci pour la question. La prochaine étape, après cette exposition, je vois déjà d'autres expositions. Je me vois en train de faire d'autres expositions. Voilà, que ce soit dans des musées, des galeries, que ce soit ici et ailleurs. Mais je ne peux pas définir exactement, en fait. Vous voyez, on ne connaît pas demain. Mais déjà, il y a l'exposition Culture Shock qui est en cours. Et bientôt, ils vont annoncer une nouvelle au public par rapport à l'expo. Et en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas. Mais mon objectif après cette expo, c'est encore de faire tourner en fait mon art, en fait, de montrer encore mon art, ce que je sais faire, que ce soit ici ou ailleurs, en fait. Peu importe la destination. Ouais, c'est un peu ça. Quel moment, le déclic, on se dit, on y va à plein temps. Bon, déjà, ce n'était pas le niveau d'argent de vente, parce qu'on faisait toujours zéro. On a fait une année où on a passé beaucoup de temps. En fait, moi, j'étais le commercial. J'étais celui qui recrutait, qui devait recruter les vendeurs dans la plateforme. Et à force de passer du temps avec les vendeurs, de découvrir un peu tout ce qu'ils faisaient, comme j'ai dit, honnêtement, on est juste tombé amoureux du projet. Et naturellement, tout le temps que je passais hors du travail, il était consacré à Africa, avec des vendeurs, avec des créateurs qui me présentaient leurs produits, leur artisanat. J'étais en contact avec des gens, que ce soit l'Algérie ou le Mozambique, ou même j'ai découvert qu'à Amsterdam, il y a des gens aussi qui travaillaient avec l'art africain. Et à force de passer tellement de temps là-dessus, j'ai commencé en fait, pendant que je travaillais, à travailler aussi sur Africa. Donc j'ai commencé à me retrouver dans la situation où devant mon ordinateur, comme ça, j'étais sur des plannings industriels, mais à côté j'avais ma petite fenêtre où je gérais la communication avec les créateurs. Et c'est devenu simplement de plus en plus pressant, et on a commencé à être de plus en plus sollicité par des créateurs. Donc à un moment c'était juste plus tenable. J'étais avec Moulay, on s'est dit c'est plus tenable.
va falloir à un moment décider parce que je travaille vraiment tous les jours du matin au soir, de lundi à dimanche, c'était vraiment une grosse charge de travail. On a commencé à se poser la question, quels sont les critères pour se mettre à plein temps. On s'est dit, si on atteignait un certain volume de transactions, là éventuellement on pourrait se mettre. Mais ce volume de transactions, on ne l'a jamais atteint. Le vrai déclic, c'est en 2014-2014, il y a une plateforme qui s'appelle Etsy, qui est une marketplace américaine. C'est l'un des 5 plus grands sites e-commerce des États-Unis. Eux, ils font de la création, mais pour des créateurs occidentaux. C'est la plus grosse plateforme du monde, vraiment, de la création. Et Etsy, qui vendait même à Kiwi avec des vendeurs africains, est rentrée en bourse. Et quand elle est rentrée en bourse, elle avait 1 million de vendeurs, de créateurs qui faisaient de l'art, d'un peu partout. Elle a été valorisée 2 milliards de dollars à l'entrée. C'est la première fois que je voyais concrètement qu'on pouvait construire une très grosse entreprise avec de l'artisanat, avec du travail fait main. Et c'est là qu'on s'est dit, mais si cette entreprise a été valorisée 2 milliards avec 1 million de vendeurs, je sais qu'en Afrique, il y a plus d'1 million d'artisans. On le sait. On n'a pas besoin d'avoir des chiffres, on sait. Et on s'est dit, franchement, on l'a vu comme la chance de notre vie. On l'a vu un peu comme la chance de notre vie. On s'est dit, là, ça faisait 5 ans que je travaillais. 5 ans que je travaillais, j'avais un bon emploi. En réalité, le risque était calculé. Je savais qu'au bout d'1 an, si c'était chaud, je pouvais reprendre un travail. Et c'est ce que j'avais d'ailleurs promis à ma mère, parce que moi, ma famille n'était pas du tout d'accord que je me mette à plein temps pour ça. Et jusqu'à maintenant, on continue à me charrier là-dessus. C'est-à-dire, lorsque j'ai dit à ma mère, ce truc artisanal, avec Moulay, on va se mettre à plein temps, elle était clairement contre. Et elle m'a dit, attends, tu as fait toutes ces études, tout ce bon travail dans des grandes entreprises, tu vas arrêter tout ça pour vendre des bijoux africains. Elle m'a regardé pour des bijoux africains, vraiment. Et j'ai dit non, mais c'est pas que des bijoux africains, c'est là. Et elle a fait intervenir toute ma famille, j'ai des oncles que je respecte qui m'ont appelé pour me dire qu'il fallait pas le faire. Mais honnêtement, c'était juste plus fort. Entre la passion et mon travail aussi, n'était pas. Franchement, j'étais déjà dans un fouteur. Donc c'est vraiment la passion et l'opportunité de voir que si ça marche, on pourrait en vivre. Voilà. Au moment où on s'est dit, mais en plus, si ça marche, on peut en vivre, on peut faire vraiment quelque chose de gros. Là, il fallait juste tester. En fait, je pense que la douleur de patienter était juste plus forte que la notion de sécurité et toutes ces choses-là. Donc, voilà. Donc, vraiment la passion et il n'y avait pas d'autre solution. Pour moi, c'est comme si les étoiles étaient alignées. Voilà, en plus, c'était vraiment le moment où j'étais célibataire. Tu vois, c'était vraiment. Voilà, je savais que je n'étais pas encore marié, c'était le moment où jamais on s'est regardé, et ça avait 30 ans. Et je dis, faut y aller. Souvent, on a l'impression que les entrepreneurs sont juste très impulsifs. J'ai tellement de passion que c'est pas grave, Inch'Allah, et ça va aller. C'était pas du tout comme ça. On a vraiment calculé, j'ai bien vu que, en fait, j'ai fait en sorte que même mon parcours, même ce que je faisais dans Africa, même si ça ne marchait pas, ça allait limite valoriser mon CV. À partir de 5 ans, on est dans une position où on peut passer senior, faire un peu de management. Je savais que me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Il faut savoir, avec Moulay et même notre troisième associé, lorsqu'on s'est lancé, à chaque étape, on s'est donné une date de mort. Si on n'atteint pas tel chiffre dans 6 mois, on arrête. Ça ne vaut pas le coup. Alors, on s'est dit, là, on se met à plein temps. Si dans 6 mois, on n'arrive pas à avoir tel nombre de vendeurs, tel truc, ça veut dire que franchement, c'est trop compliqué, ça ne vaut pas le coup. Passer à autre chose. Donc, il y a ça, c'est vraiment risque calculé. Et deuxième chose, c'est que lorsqu'on s'est mis à plein temps avec Moulay, on a déménagé ensemble. On a quitté Paris pour vivre dans une ville de France où les loyers coûtaient pas cher. On a fait de la colocation pour optimiser les coûts. Donc il y a toute une stratégie, il faut vraiment être intelligent quand on fait les choses et se dire le but c'est de tenir un maximum. Donc tenir un maximum, franchement ça veut dire le cash. Le cash et la santé, c'est que ça.
Donc il faut réfléchir à ça. Pas trop non plus, parce qu'à un moment il faut y aller, sinon on ne va jamais le faire. Mais je savais très bien que je n'allais pas me ruiner si je lançais cette aventure. Ok. Je voulais rajouter un truc à ce que les deux ont dit en fait, et ça se rejoint. Et il a dit tout à l'heure, à la fin de son discours, il faut calculer, mais il ne faut pas trop traîner en fait. J'ai oublié de préciser quelque chose. Avant que Shula ne lance à Africa, Shula a travaillé dans des structures. Voilà. Shula a travaillé à Bolloré, à Citrans, dans un cabinet de ressources humaines. J'ai tourné en fait. Voilà. J'ai connu aussi le monde de l'entrepreneuriat. J'ai fait au moins 6 entreprises, des CDD comme des CDI. Voilà. Mais après mon dernier emploi, en fait, c'est pas comme si moi-même ils m'ont dit de partir, mais moi aussi, il y avait un truc qui était plus fort que moi. Voilà, je calculais, je voulais prendre un risque, en fait, assez réfléchi, calculé, mais après, je me suis dit, Joe, quand tu crois en ton intuition, tu crois en ta volonté, voilà quoi, lance-toi, faut pas trop traîner, en fait. Tu vas pas mourir. Une chose est sûre, tu vas pas mourir. Voilà, c'est sûr. On n'a jamais vu quelqu'un qui s'est lancé dans un business et puis il est mort. Honnêtement. Voilà, sauf si c'est un parachutiste ou un autre gars, je ne sais pas. Sauf si c'est dangereux, quoi. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est lancé dans un business et puis il est mort. Voilà, donc tu t'es lancé, si ça ne va pas, voilà, tu n'as pas le temps aussi de persévérer ou de vraiment avoir gros cœur pour continuer. Il n'y a pas de souci, personne ne t'en veut. De toute façon, c'est ta vie. Mais quand tu veux, tu veux. Et puis aussi, par-dessus tout, il y a l'intuition, en fait. Voilà, ton intuition, ce que ton cœur te dit, va sur ça. Voilà, moi, c'est ça, il voulait préciser. Il a parlé d'art et d'éducation, c'est bien ça. Voilà, merci pour la question. En fait, ce projet, le projet Culture Shock, actuellement qui est en cours au musée, là où on est, c'est un projet éducatif en fait. C'est un projet qui parle des Africains, mais un projet futuriste. Donc on dit afrofuturisme. L'afrofuturisme, c'est un concept qui a été établi par Marc Derry, un conférencier, professeur dans une université aux États-Unis. Et il a établi ce concept-là à l'époque où les Noirs étaient beaucoup marginalisés, où il y avait le racisme, où il y avait beaucoup de choses. Et il a décidé d'initier ce concept-là avec ses étudiants dans une salle comme ça, comme on a assis, avec des professeurs et des étudiants en face de lui. Et il a dit, bon, aujourd'hui, on va développer sur l'afrofuturisme. Que chacun donne son idée sur l'afrofuturisme. Ce projet-là est né, en fait. Et presque plusieurs artistes ont utilisé ce concept-là pour développer leur art, que ce soit des chanteurs, des rappeurs et tout. Même Michael Jackson, même Sun Ra. Sun Ra, c'est le père fondateur de l'afrofuturisme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste jazz, en fait. Voilà, le jazz, c'est une musique que les esclaves utilisaient pour décompresser. Voilà, parce que quand ils étaient dans leur esclavage et tout, il n'y avait rien pour les divertir et tout ça. Donc certains esclaves se permettaient de chanter en fait, pour se libérer, pour égayer un peu leur situation. Donc c'est par tout ça en fait que l'afrofuturisme est né. Et ce projet, c'est un projet afrofuturiste, c'est un projet éducatif. Pour un enfant qui porte par exemple le casque de réalité virtuelle de Poignon Club et qui voit un Mas Zaouli en train de danser d'un casque de réalité virtuelle, pour moi en tout cas, c'est une première ici en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu. Et si l'enfant a vu, il va pouvoir demander c'est quoi ce masque? Et on pourra lui dire c'est un Mas Zaouli de telle tribu, c'est un gourou, c'est un baouli de temps. Vous voyez que l'enfant, c'est la culture aussi, tout ça, à travers la technologie. Donc ce projet, c'est un projet éducatif. Et si vous voulez, vu qu'on va faire un tour tout à l'heure, on pourra faire un tour des œuvres de mon espace et tout. Vous pourrez voir à travers les définitions, les descriptions que je donne à mes œuvres, vous allez voir que moi-même, je ne me suis pas levé comme ça pour produire des masses, pour produire des œuvres. J'ai fait des recherches très profondes. Donc,
j'ai les arguments qu'il faut pour défendre ce que je fais, en fait. Vous voyez, voilà. Donc, par rapport à la question aussi de l'artisanat, et il a dit quoi, le voyage, l'immigration clandestine, voilà. Moi, dans mon quartier, ici, ça se passe, hein. Ça se passe ici avec moi. J'ai un grand frère, le président des jeunes du quartier, M. Nabil Issouf, voilà, qui connaît plus ou moins la mentalité des jeunes ici. Voilà, c'est un quartier où les parents n'ont pas les moyens. Oui, c'est très difficile pour eux. Et quand je suis retourné même, je suis revenu de Cocody. Il y a passé à longtemps, il n'était pas venu ici. Je suis revenu de Cocody. Je cherchais un petit là parce que j'ai l'habitude de le voir. Et j'ai demandé, mais où il est le petit et tout. On me dit, le petit est parti sur l'eau. Ah, bon, il n'a que 12 ans ou 13 ans, je pense. Ou, je ne sais pas, en tout cas, il n'est même pas âgé. Mais ça m'a choqué et ça m'a rendu triste, en fait. Il a quelle raison d'aller sur l'eau, en fait, à cet âge-là? Il a pris un gros risque. Donc, en prenant ce risque, j'imagine, en fait, la pression même qui était sur le petit. Peut-être qu'il n'était pas du tout dans une situation qui lui permettait de soit lui-même s'éduquer ou bien trouver une situation, même si c'est être un cireur de chaussures. C'était trop pour lui parce que chacun a ses réalités. Donc il me dit, avec l'artisanat, moi-même j'ai des amis dans l'atelier des artisans avec qui on a fait le primaire. Je suis revenu, ils ne sont plus là. On me dit, il y a d'autres qui sont à la ferraille. Tout ça, honnêtement, moi je suis là, ça me rend triste. En tant que quelqu'un qui est né à Bobo, qui a au moins grandi ici, même si je n'étais pas trop ici. Mais je reviens, tout a changé. Tu ne vois plus tel ami, on te dit n'est plus là par rapport à telle ou telle situation. Vous voyez, c'est quand même triste en fait. Vous voyez. Et depuis, honnêtement, j'ai commencé à Africa avec ces artisans-là. En tout cas, dans notre atelier, là, personne n'est prévu à aller sur l'eau. Vous voyez. Personne n'est prévu à aller sur l'eau. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça, en fait, mon combat. Voilà. Et c'est juste la réponse que je voulais donner personnellement à cette question-là. Une école d'art pour fédérer, promouvoir l'artisanat, je pense que ça peut être une excellente idée. Maintenant, il faut voir ce qu'on met derrière école. Si c'est un cursus classique comme on fait dans les universités, je pense que ça ne peut pas marcher. Ça ne va pas marcher. Personnellement, j'ai fait des grandes études, mais j'ai toujours détesté l'école. C'était une souffrance atroce et je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à terminer mes études, sûrement la pression de mes parents. Donc clairement, le format académique classique est un tueur de créativité. Donc ça ne marcherait pas. Mais créer des structures où on donnerait des moyens pour des jeunes artistes en herbe de tester des choses, pour développer des choses, mais surtout, du coup, qui est aussi un pôle reconnu de pool de jeunes talents, que par exemple des financiers pourraient venir rencontrer, on pourrait faire des liens, créer des écoles comme des écosystèmes d'art, en fait. Ça, je pense que ça peut être une très bonne idée. Ça peut aider les jeunes déjà à exprimer leur créativité, à utiliser d'autres choses, à découvrir même d'autres choses. J'ai découvert là la réalité virtuelle, voir ce qu'on pouvait faire en termes de création africaine. Honnêtement, j'étais bluffé. Donc je me dis oui, un artiste en air, ça ne peut que lui donner d'autres perspectives. Donc créer des espaces comme ça, comme les laboratoires, qu'on appellerait écoles d'art, où il y aura aussi on donnera accès à des entrepreneurs, des financiers ou même des férus d'art. Ça peut être une très bonne idée. Mais si on fait une école d'art classique avec le processus, c'est-à-dire une salle comme celle-là où on leur montre voilà comment ça marche, comment on coupe du bois, etc., etc. Je pense que ça serait une perte de temps. Maintenant, pour l'immigration ou empêcher les gens d'aller sur l'eau, ça c'est un sujet délicat. Moi, je peux juste témoigner de choses que j'ai vues avec des vendeurs chez nous qui ont eu du succès. Je sais que lorsqu'on permet à un artisan de vivre de son art, ça crée deux choses fondamentales. La première, et la plupart des gens qui travaillent en entreprise ne peuvent que envier ces personnes-là, c'est que ça leur crée une énorme fierté. Un vendeur à succès, un artisan qui vend ses produits qui sont validés, en général c'est quelqu'un qui devient vite orgueilleux parce qu'il y a une fierté dans ton travail et ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. J'étais employé de bureau,
Et nous, on rêverait de ça. Voilà, c'était pas là dans la réunion. Donc déjà, ça, tu ne peux qu'aimer ton travail lorsque tu tires une certaine fierté et reconnaissance. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est quand tu arrives à générer suffisamment de revenus pour être autonome, indépendant, tu vois que l'état d'esprit de la personne change. Nous, on a 80% de nos vendeurs sont des femmes. Et je vous assure, lorsque vous voyez, ça peut être au Togo ou au Burkina, une vendeuse de paille qui faisait ses petites jupes, qui a commencé à mettre sur Internet, elle commence à gagner 1000 euros, 1500 euros, c'est-à-dire entre 600 000 et 1 million, même son mari lui parle différemment. Même son attitude change en fait sur cette perspective, et la personne commence même à avoir une ambition nette et à avoir une certaine fierté, une certaine reconnaissance. Et cette personne, pour rien au monde, quitterait l'Afrique ou quitterait son domaine. Et c'est là que la personne commence à s'intéresser à son écosystème, à aider d'autres femmes, à essayer de ramener un peu de monde et à essayer en fait vraiment à créer, à développer autour d'elle. Donc dans ce sens, je pense que ça peut être, oui, clairement ça peut être une alternative. Et en plus, le truc ironique, c'est que maintenant que les gens vendent de la création africaine, on commence à avoir des vendeurs qui sont en France. À partir d'un certain niveau de vente, ils rentrent en Afrique. Ils disent on n'a plus besoin d'être là. Maintenant qu'on a des systèmes d'infrastructure qui nous permettent de rester en Afrique et d'expédier de ventes, qui rentrent. Donc pour moi, il y a une vraie opportunité. Voilà, c'est toujours l'infrastructure, comment on arrive à casser cela, à rendre flou tout ça. Mais la personne qui arrive à gagner, à vivre vraiment, à payer l'école pour ses enfants, de son travail, de sa sueur, il n'y a aucune raison qu'elle parte. Après, est-ce qu'on peut amener ça à l'échelle? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, comme j'ai dit, le canal principal, ça reste Internet. Nous, on croit en Internet. Vraiment, nous, on est Internet. Au début, on a essayé un peu d'événementiel, on a essayé d'autres moyens, mais la réalité, c'est que, pour nous, c'est Internet le canal le plus efficace pour permettre à un vendeur de commencer, de démarrer. Voilà. C'est le seul canal où, en 10 minutes, on peut vendre. Voilà. Si tu as un produit, tu prends une photo, tu la postes sur Internet, tu peux avoir des clients en 10 minutes, théoriquement. Donc pour nous, on va rester axé sur Internet. Maintenant, sur les 10 prochaines années, et là on va parler un peu de Anka, c'est comme je vous ai dit, on a énuméré différents challenges pour l'entreprise. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est créer différents services pour les vendeurs. On a remarqué en effet, comme j'ai énuméré tous ces challenges, on a commencé à créer en fait des services pour chaque problème qu'on est en train qu'on essaie d'aborder. Clairement, on a une solution de paiement. Maintenant, on a une solution de paiement. On offre une solution de services logistiques en partenariat avec DHL. Et là, au fur et à mesure, nous sommes en train de développer d'autres services. Et c'est pour cela qu'on a Africrea, mais on a lancé aussi la plateforme Anka. Anka, du coup, est une plateforme qui est réservée 100% aux entrepreneurs africains, parce qu'on s'est rendu compte que les problèmes que les artisans rencontrent, c'est des problèmes aussi que d'autres entrepreneurs rencontrent. Ce n'est pas qu'un problème d'artisans. Donc le projet à 10 ans, c'est de créer une infrastructure digitale pour tous les entrepreneurs d'Afrique. Voilà. C'est un peu comme un modèle basé comme Alibaba a pu faire en Chine, où ils ont pu permettre aux Chinois d'exporter leurs produits partout dans le monde. Nous, notre ambition à 10 ans, c'est de créer vraiment une infrastructure africaine qui permette aux entrepreneurs de croître, de développer leur activité à travers le monde. C'est ça l'ambition. Sur les réseaux sociaux, pour moi, il y a un seul mot en termes qui concerne les réseaux sociaux, c'est adaptation. S'adapter. Pour moi, les réseaux sociaux, en plus, s'accélèrent. Là, ça va faire 10 ans qu'on est dessus. À chaque fois, il y a des nouveaux moyens de communiquer, ça évolue constamment. Le game, maintenant, c'est au-delà même du volume, de la quantité, c'est d'aller toujours plus vite et d'être le plus en avant. Là, on a essayé d'embrasser, par exemple, TikTok.
on a essayé de le prendre le plus vite possible parce qu'on avait raté un peu le virage Instagram. Et ce qu'on a remarqué, c'est à chaque nouvelle plateforme de réseau social qui arrive, les personnes qui arrivent à croître le plus vite, c'est ceux qui arrivent le plus tôt. Voilà, c'est ceux qui arrivent le plus tôt ou ceux qui adaptent leur contenu le plus vite possible. Donc c'est la seule stratégie à avoir avec les réseaux sociaux. Donc continuer à s'adapter. Et je pense que, bon, là pour l'instant, maintenant ça va être le règne de TikTok. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Peut-être, il faut voir comment ça va se passer aux États-Unis. Mais ça va être ça. Après, lui, tu peux me parler. On est passé des réseaux sociaux où aller faire juste des photos, écrire des grands paragraphes sur Facebook, à maintenant faire des réels, des photos, enfin des vidéos, des trucs. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué, et surtout pour les entreprises. Un simple exemple, maintenant on essaye de... Par exemple, avant, quand tu voulais mettre un produit en avant, surtout au niveau de la fashion, il fallait prendre des beaux modèles, des beaux mannequins, on les mettait dans une ambiance, un décor, et on shootait la photo. Maintenant, il faut qu'elle danse. Et on se rend compte que, bon, y a beaucoup de mannequins qui sont belles et qui ne savent pas danser. Donc pour faire des rêves, c'est compliqué. Et en fait, c'est un petit exemple simple, mais qui montre qu'à chaque fois, il faut changer les critères, s'adapter. Et toujours tester. Pour moi, maintenant, le métier de marketeur, c'est un métier de scientifique. C'est pour ça qu'il faut de la quantité. Quantité et chiffres pour voir ce qui marche. Ok. Je voulais rajouter un truc à ce qu'il a dit. Tout à l'heure, je parlais de comment moi j'arrivais à vendre mes produits sur Internet. Et je me suis référé à une personne, j'ai dit un nom qui vous a peut-être échappé, du nom de Ibrahim Kamara. Et Dieu merci, pendant qu'on parlait, il est avec nous ici. Donc après, vous pouvez l'approcher pour tous les jeunes en fait, qui souhaitent passer par le digital pour gagner de l'argent, pour vendre leurs produits, pour tous ceux qui s'intéressent au digital, en tout cas pour s'en sortir financièrement, avant même d'aller postuler dans une entreprise et tout. Vous pouvez déjà aller sur sa page, sur sa chaîne YouTube, et Dieu merci, il est avec nous ici. Vous pouvez après l'approcher et tout. Voilà quoi.